poser cette première question sur, selon votre point de vue et votre expérience, en quoi justement la parentalité est-elle en mutation? Donc pour peut-être, comme Agnès Fille n'est pas là, rappeler que j'ai réalisé ma recherche doctorale sur les mères lesbiennes, mais avant de penser l'homoparentalité comme symptôme ou spécificité un peu marginale, rappeler que le phénomène de l'homoparentalité s'inscrit complètement dans le cadre des transformations de la famille et de la vie privée depuis les 30-40 dernières années. Et donc, étudier le phénomène de l'homoparentalité, ce n'était pas, c'était pour moi clairement s'inscrire dans le cadre de ces transformations et l'idée aussi que j'avais, c'était de m'inscrire clairement dans une démarche féministe, puisqu'il s'agissait pour moi de faire travailler deux normes, pas vraiment deux normes, enfin, disons deux choses qui peuvent apparaître d'emblée contradictoires, qui sont d'une part excusez-moi, j'ai perdu le film, qui sont d'une part donc, la transgression que représente le lesbianisme, la transgression dans l'ordre du genre et des sexualités, et d'autre part l'injonction des femmes à la maternité. Et donc faire travailler ces deux mouvements qui peuvent sembler contradictoires et de comprendre ce qu'ils nous disent. Et donc l'homoparentalité n'arrive pas par hasard à la fin. Enfin, le terme d'homoparentalité, pour ceux et celles qui ne savent peut-être pas, a été créé par l'association des parents gays et lesbiens à la fin des années 90 dans le cadre des revendications pour accéder à des droits égalitaires entre les parents hétérosexuels et les parents homosexuels. Je voulais aussi dire peut-être deux mots, puisqu'on est vraiment dans le cadre de ces assises féministes aussi, dire que je pense à quel point, enfin, pour une jeune chercheuse comme moi, rappeler que la possibilité qui m'a été offerte de publier donc, ma thèse au PUF cette année, elle est possible aujourd'hui en 2010 et elle est possible parce qu'il y a eu 40 ans de recherche féministe avant moi. Et voilà, je voulais aussi rappeler ça. Donc ça veut dire que les choses, oui, pour répondre à la question, il y a des mutations, pas seulement au niveau de la famille, mais au niveau de la possibilité d'inscrire nos recherches dans un cadre institutionnel et donc de plus en plus légitime. Donc, voilà. Donc, mutation, oui, bien sûr, puisque je pense que l'homoparentalité a toujours existé, c'est pas un phénomène nouveau. Donc, en ce sens, on pourrait dire c'est pas non plus une grande nouveauté, comme on voudrait nous le faire croire, etc. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il y ait des revendications qui soient portées par les individus dans le cadre d'une normalisation de l'homoparentalité, dans le cadre d'une normalisation de l'homosexualité. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ce type de famille fait aux familles, tu l'as dit tout à l'heure, hétéroparentales aussi. Rien que ce terme-là est assez nouveau. Penser la famille comme un cadre spécifiquement hétérosexuel, même si les chercheuses, notamment lesbiennes des années 70, avaient bon dos de le rappeler, ce processus de déconstruction de l'objet famille a mis le temps qu'il fallait. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus conjuguer la famille au singulier. Et on est obligé de prendre en compte toute forme de famille, l'homoparentalité n'étant évidemment qu'un phénomène parmi d'autres, peut-être le plus médiatisé, en ce sens qu'il, à mon sens, qu'il touche toujours le tabou que représente l'homosexualité, et notamment l'homosexualité des femmes, perçue comme un grand danger
pour la reproduction. On en parlera sans doute plus tard dans les questions. La question qui se pose à travers la mutation, c'est en effet de savoir est-ce que peut-être enfin, je ne vais pas rentrer dans ce débat, est-ce que c'est une avancée pour les femmes ou est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, est-ce qu'il faut rentrer dans le cadre de la norme familiale. Ce que je voudrais vous discuter avec vous, c'est plutôt qu'est-ce que ça veut dire de ces transformations, qu'est-ce qu'il est possible d'en tirer, et de voir que, par exemple, notamment, un des résultats de mon enquête, c'est de voir qu'il ne suffit pas toujours qu'il y ait un mâle dans la famille pour qu'il y ait de la domination masculine, puisqu'elle est par ailleurs présente à tous les autres niveaux de la société. Donc c'est de faire aussi le lien entre ce qui se passe à l'extérieur de la famille et qui a des implications, les normes sociales, le droit a des implications évidemment dans les pratiques privées des individus. Et notamment dans un pays où l'homoparentalité n'est pas reconnue légalement, ce qui se joue à l'intérieur du couple, que ce soit deux femmes ou deux hommes, sans reconnaissance légale, a évidemment des répercussions en termes de rapport de pouvoir à l'intérieur du couple notamment. Merci de me donner la parole. Peut-être en préalable situer le cadre de mon intervention, puisque je pense que vous ne connaissez pas l'ORS, qui est un observatoire, qui a le statut associatif, mais qui a pour particularité d'avoir comme adhérents uniquement des personnes morales, que ce soit à la fois des grandes entreprises privées ou publiques, mais nous avons aussi des confédérations syndicales de salariés. Et notre mission, c'est de promouvoir auprès des entreprises des démarches d'engagement dans le domaine du développement durable, des démarches d'engagement dans le domaine aussi de l'égalité hommes-femmes, et qui touche à la question de la non-discrimination. Le concept de RSE, finalement, responsabilité sociale des entreprises, est un concept qui, finalement, amène à éclater les frontières en ce qui relève de la sphère du public et ce qui relève de la sphère de l'entreprise. Alors, on s'était fortement, nous, engagés sur les questions d'égalité professionnelle homme-femme, avec la volonté de faire avancer ces problématiques. Vous connaissez bien, effectivement, les éléments de contexte, inégalité salariale, retraite, gestion de carrière, etc. On avait d'ailleurs produit un document assez conséquent sur le sujet, qui était disponible, j'en ai pas amené, mais qui était assez lourd sous forme de fiches, puisqu'on se rend compte que les décideurs dans les entreprises, que ce soit les syndicalistes ou les responsables RH, n'ont pas forcément une vision, je dirais, de tous les enjeux. Donc, la nécessité d'avancer, de fournir des bonnes pratiques. Et quand on travaille sur la question d'égalité hommes-femmes, on se rend compte tout de suite d'un des problèmes qui est celui de la conciliation des temps. Et historiquement, la question de la parentalité et de la conciliation, elle était posée que pour les femmes. Et on le voit bien quand il faut mesurer, quand on a comme indicateur de suivi le pourcentage de personnes qui prennent un congé parental, qui sont à temps partiel, ce sont des dispositifs, tous les dispositifs de conciliation qui finalement ne sont utilisés que par les femmes. Et donc on a fait rapidement le constat. Quand je dis ça, c'est que ce constat maintenant est partagé par toute une série d'acteurs, au niveau européen, au niveau de l'ONU, etc. C'est que l'équilibre au sein de l'entreprise ne peut se faire que s'il y a un équilibre au sein du foyer. Vous voyez tout de suite la difficulté pour l'entreprise. Si l'on veut que les femmes prennent des responsabilités en entreprise, il faut que les hommes assument leur part de responsabilité dans le domaine de la famille. Et là, on a cette difficulté, comment l'entreprise peut toucher à la sphère privée et faire en sorte que les hommes assument leur part de responsabilité. Et donc ça a été notre réflexion, et avec la volonté non pas de culpabiliser, d'être dans l'injonction, non pas dans le domaine du normatif, puisqu'on pourrait aussi, il y a tout un débat sur l'intervention du législateur, mais sur ce que j'appellerais l'éducation, et de montrer aux entreprises que par rapport aux nouvelles aspirations, pour répondre à votre question, ces attentes, et bien finalement, qui s'expriment de la part des nouvelles générations, il y a encore des résistances de tout niveau, résistances qui viennent de l'entreprise, des systèmes d'organisation. On met par exemple dans ce document l'accent sur le présentéisme, sur le plafond de verre, des résistances, je dirais, de la société dans son ensemble. On a fait une petite étude que vous pouvez télécharger sur la représentation des pairs dans la publicité. Et là, on se rend compte que finalement, dans la publicité, les pairs n'ont pas leur place au sein du foyer, puisqu'ils sont incompétents,
incapables finalement d'assumer leur responsabilité parentale. Il y a une publicité qui est décrite dans ce document sur, effectivement, qui concerne une chaîne câblée, c'est les enfants méritent mieux que ça. On voit un père dans une cuisine qui essaye d'occuper ses enfants, il est tellement incapable que la meilleure des solutions, c'est de les mettre dans la télé. Voilà. Jamais on n'aurait imaginé une publicité caricaturale pour des femmes. Donc, mettre l'accent effectivement sur les pesanteurs, les résistances, et puis démontrer aux entreprises que c'est dans leur intérêt de s'engager et de faire en sorte que la question de la parentalité soit posée pour les deux sexes, bien évidemment pour les femmes, pour les aider à concilier, mais que cette question de la conciliation, elle doit aussi concerner les hommes, avec tout bêtement des supports pédagogiques, ce type de document. Alors, si cela intéresse bien évidemment des participants, on a fait un tirage de 20 000 exemplaires, hein, vous voyez, avec la volonté de diffuser très largement, et puis aussi avec la volonté de faire témoigner des hommes, puisque, et ça aussi un certain nombre d'études montrent que quand il faut s'exprimer sur les pratiques de la vie quotidienne, je pense au rapport Reiser sur la représentation des femmes dans les médias, eh bien on donne systématiquement la parole aux femmes, mais qu'une femme, par exemple, qui a réussi, on va lui poser la question, mais c'est pas trop dur de concilier, vous avez combien d'enfants? Et donc toujours cette posture, la femme est vécue comme une mère potentielle, une mère qui doit s'accomplir, mais les hommes ne sont pas perçus comme des femmes. Donc, on a aussi cherché à faire une démarche originale pour démontrer que la question de l'exemplarité doit se faire au plus haut niveau. Donc c'est celle d'interviewer des chefs d'entreprise masculins, hein, à qui on leur a posé des questions qu'on pose habituellement aux femmes, qui sans cesse doivent se justifier dans le monde d'entreprise, parce que ça c'est une récurrente, une femme doit sans cesse expliquer comment elle peut arriver à s'occuper de sa vie de famille tout en ayant une véritable carrière. Donc c'est ce petit ouvrage, hein, qui a été publié d'ailleurs en mars 2010, dans lequel il y a des patrons qui s'engagent, qui témoignent finalement de cette question de conciliation. Alors, pour tout vous dire, quand on a sollicité nos entreprises adhérentes, hein, nous en avons une centaine, on a eu très peu de retours, hein, vous ne serez peut-être pas surprise, mais certains ont accepté de témoigner sans langue de bois. Et pour l'anecdote, dans certains cas d'ailleurs, le dossier n'est pas remonté jusqu'au président, puisque ça a été bloqué par la direction de la communication. Et j'ai un cas où la direction de la communication s'était tenue par des femmes qui ont dit « la question de la parentalité n'est pas un sujet suffisamment sérieux pour notre président, donc il n'est pas question qu'il témoigne sur un sujet aussi peu sérieux que celui de la parentalité. » Voilà. Et ça, c'était des femmes qui avaient, je dirais, bloqué la demande, alors que dans le comité de direction, on avait plutôt des hommes qui disaient « nous, nous sommes d'une génération qui a souffert, qui n'a pas pu s'exprimer sur ces questions de conciliation. Il est important, effectivement, pour faire carrière, qu'on affiche un total investissement dans l'entreprise, mais on sent bien que les nouvelles générations sont dans l'attente, effectivement, d'un meilleur équilibre de vie. Et donc, merci si vous pouvez porter, je dirais, cet engagement. C'est un sujet un peu difficile, la parentalité, pour un juriste praticien, car tout ce qui concerne le judiciaire, dans tout ce qui concerne le judiciaire, nous ne voyons en tant que praticiens que les situations où tout va mal. On peut quand même imaginer, s'agissant de la parentalité, qu'il y ait des cas d'adoption, des cas de garde des enfants en cas de rupture qui se passent bien, qui ne sont donc pas soumis ni aux avocats, ni a fortiori aux juges d'affaires familiales qui vont être supposés les régler au mieux des intérêts de l'enfant. Donc, cette remarque étant faite, quelle est l'expérience d'un avocat de droit de la famille sur ces questions de parentalité? On les voit essentiellement au niveau de l'adoption, puisque la justice, le droit ne devrait pas s'occuper des rapports entre parents et enfants qui ressortent de la sphère privée, sauf quand ça devient tellement dramatique que la justice est obligée de s'en mêler suite à des violences conjugales ou des conflits graves ou des séparations. S'agissant de la parentalité, la justice a toujours été assez frileuse, notamment sur les questions d'adoption, avant même les histoires d'adoption éventuelles par des homosexuels ou des couples homosexuels. La pratique permet de constater qu'on a été extrêmement prudent sur les normes qui doivent être celles d'un bon parent adoptif. Et autant de façon finalement un peu comique, autant on peut voir l'indifférence regrettable de la société envers des parents parfaitement indignes qui élèvent de façon non moins indigne leurs enfants dans
hélas, la plupart du temps, la plus grande indifférence, sauf quelques signalements qui peuvent être faits par des travailleurs sociaux, autant la société va s'intéresser d'extrêmement près aux capacités parentales supposées des candidats et candidates à l'adoption. C'est quand même un petit peu étonnant. Ça s'est toujours vu, alors ça se voit encore récemment, même dans les domaines de homoparentalité. Et donc, l'adoption en France pour un célibataire, quelle que soit son orientation sexuelle, ne pose théoriquement aucun problème. L'adoption par un couple n'en pose pratiquement aucun. L'adoption par un couple qui revendiquerait ouvertement ou discrètement une orientation homosexuelle pose des problèmes dramatiques, pour ne pas dire aujourd'hui encore indispensables. Ce qui veut dire que aujourd'hui, la parentalité adoptive en pratique est réservée à un célibataire très hétérosexuel. En pratique. Ça qui n'empêche pas d'encourager quelques célibataires ou couples homosexuels à tenter de ruser, mais aujourd'hui c'est extrêmement difficile. Et l'exemple le plus clair qui avait été assez médiatisé, c'est le cas, pour les spécialistes de la question, un cas EB contre France qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en 2008, un cas assez médiatisé qui se passait dans le Jura, une femme homosexuelle vivant en couple qui avait demandé à l'adoption de sa fille aux autorités du département du Jura. Il y a toute une procédure extrêmement complexe qui fait que finalement l'adoption s'est avérée possible en dépit d'une résistance acharnée des pouvoirs publics, tant administratifs que judiciaires, mais ce n'est pas pour autant, contrairement à ce qui aura été dit dans la presse, autoriser ou même encourager une adoption possible par les couples homosexuels qui le revendiquent. Car nous sommes toujours, s'agissant de la parentalité, dans le domaine judiciaire, j'entends, devant une parentalité noble et élégante qui est la parentalité hétérosexuelle. Bien évidemment, quel que soit le sexe de l'adoptant, a fortiori du couple, chaque personne va donner ses valeurs dites masculines ou dites féminines à l'heureux adopté qu'ils vont avoir récupéré dans leur nid. Par contre, on est toujours visiblement dans la justice et dans l'administration dans l'idée que l'homosexualité évidemment vicieuse, se transmet par contagion, ce qui veut dire qu'elle est donc doublement vicieuse, puisque, bien évidemment, un célibataire masculin homosexuel sera incité à transmettre son vice au jeune adopté, ou à la jeune adoptée, c'est évidemment identique pour la célibataire homosexuelle candidate à l'adoption. C'est dire qu'aujourd'hui, s'agissant de cette question de parentalité, il y a quand même encore une très nette discrimination qui n'est pas dans les textes nettement, mais qui est dans les pratiques, dans les coutumes. Et aujourd'hui, c'est un combat extrêmement difficile pour lutter contre cette forme de discrimination. Et les autorités judiciaires, quand je dis les autorités judiciaires, j'ai passé rapidement là-dessus, les autorités judiciaires en France métropolitaine et dans les dom-toms appliquent toutes, bien évidemment, les mêmes textes législatifs et ont toutes le respect des mêmes normes du garde des Sceaux qui indiquent comment interpréter tel ou tel texte. Ceci dit, chaque procureur, chaque juge aux affaires familiales et à la limite chaque avocat peut avoir sa propre perception de la question. Et vérité à Angoulême n'est pas vérité à Bordeaux, n'est pas vérité à Massy. Selon l'endroit où on se trouve, une personne souhaitant adopter se verra favorablement traitée ou défavorablement traitée par les hasards du fait que la justice est faite par des êtres humains et que malheureusement on ne peut pas empêcher certains magistrats, certains juges des affaires familiales de faire passer des fantasmes sexistes, racistes, homophobes encore dans leurs décisions. Et c'était à partir de vos observations, quels sont les types de conflits qui émergent au sein de ces nouveaux équilibres parentaux, soit des conflits avec la société en général, soit des conflits plus à l'intérieur
de ces nouvelles formes de parentalité et quelle en est votre perception à partir peut-être d'exemples concrets? La question n'est pas simple, puisqu'effectivement, quand on regarde ces questions-là, on s'aperçoit que c'est finalement l'ensemble de la société qu'il faut changer et qu'on parle de la responsabilité de l'entreprise pour ce qui nous concerne. Mais on voit aussi qu'elles subissent ou elles sont influencées par les modes d'organisation, par les choix. Par exemple, on avait aussi travaillé sur la question de l'orientation scolaire. Quand vous avez une non-mixité des métiers, on évoquait au moment du déjeuner le fait que, par exemple, sur tous les métiers de la petite enfance, on n'est quasiment que des femmes, hein, que la question du care, la question des soins n'est traitée que par des femmes, ça pose aussi question. Voilà, donc il y a nécessité effectivement de changer l'ensemble des représentations, à la fois des formes, en ce qui nous concerne, les formes d'organisation des entreprises, hein, qui effectivement posent problème, aussi bien pour les femmes, mais aussi pour les hommes qui voudraient avoir une vie de famille. Et puis c'est aussi finalement, dans le document, on le mettait bien en avant, c'est tous les acteurs, on a travaillé sur la question de l'éducation, sur la question des manuels scolaires, on évoquait la question des publicités, mais même dans certains cas des résistances qui peuvent venir des femmes sur le fait que les hommes puissent effectivement investir la vie de famille. Et je sais que quand on avait eu à écrire ce petit document, sans mettre en jeu la responsabilité des femmes, comment effectivement dire que dans certains cas, il peut y avoir une résistance des femmes au changement dans le fait que les hommes investissent la sphère familiale. Hein. Donc c'est des choses qui ne sont pas forcément simples et qui nécessitent qu'on mobilise l'ensemble des acteurs, et notamment dans les entreprises à fonction RH, hein, bien évidemment, les organisations syndicales qui peuvent être des acteurs de changement. Alors là, point tout à fait positif, on sent que ces questions-là, maintenant, font partie du dialogue social. Ça, c'est quelque chose qui nous semble être très positif. On a des équipes de négociation qui n'hésitent pas à aborder cette question de la parentalité. Et d'ailleurs, dans le document, on a mis l'accent sur des verbatim d'accords qui parlent justement d'une nouvelle posture des hommes. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Comme sur un autre sujet qui n'est pas évident à traiter, qui est celui des violences conjugales, certaines entreprises ont fait le choix d'aborder, par exemple, la question de la violence conjugale, alors que pour autant, elles ne sont pas en cause, ce ne sont pas elles qui génèrent de la violence conjugale. Et puis, de manière sous-jacente, finalement, on s'est rendu compte d'une chose qui nous posait un petit peu problème, quand on parle d'égalité professionnelle homme-femme, c'est qu'on a une communication neutre ou des stratégies neutres des entreprises, ou c'est une communication de l'action des femmes. Et on comprend tout à fait, c'est comment on va permettre aux femmes, finalement, d'être davantage promues, de pouvoir réellement faire carrière, de pouvoir mieux concilier, et une communication totalement absente en direction des hommes. Et donc cette difficulté à communiquer en direction des hommes, et notamment à leur expliquer qu'une démarche d'égalité, de promotion de l'égalité au sein de l'entreprise, ne sera pas une démarche dans laquelle ils seront perdants. Je dis ça parce que certains pourraient se dire, mais est-ce que nous n'en faisons pas trop? Et certaines directions des ressources humaines nous l'ont dit en aparté, parce qu'on ne peut pas l'écrire. Voilà, avec en plus le concept de la diversité. Voilà, est-ce que maintenant qu'on travaille en direction effectivement, des homosexuels, des noirs, etc. Enfin non, je tiens à un propos non politiquement correct, mais voilà, et nous, hommes blancs d'un certain âge, est-ce qu'on ne va pas se retrouver les dindons de la farce? Bon. Et ça, c'était une vraie difficulté, parce que quand on a regardé dans la communication des entreprises, aucune d'entre elles n'osait aborder cette question-là. Comment je vais intéresser les hommes aux questions d'égalité? Ça fait partie effectivement de vos réflexions. Enfin, vous évoquez des travaux de l'Institut. Est-ce que les hommes finalement pourront être intéressés? Alors, pour l'anecdote, on a fait un petit document justement pour essayer de répondre d'une certaine manière à cette problématique et à démontrer que les hommes peuvent être gagnants. Alors, pour être sûr d'ailleurs que les hommes le liront, parce que malheureusement, quand on fait des conférences sur l'égalité, on a une assistance à 90% féminine, donc très peu d'hommes présents. Donc on l'a appelé, avec provocation, les hommes sont l'avenir de l'égalité professionnelle. En se disant, bon, au départ c'était argumentaire en direction des hommes, et puis on dit, si on l'écrit comme ça, ils ne vont pas le lire. Donc on va, voilà, là on se dira peut-être qu'il y aura un peu plus de chance, et ils verront à ce moment-là qu'ils ne seront pas forcément perdants, mais qu'eux-mêmes, notamment sur la question de conciliation, et puis sur des questions qui touchent aussi à l'organisation du travail, au temps de travail. Le présentisme, tout le monde en souffre. Qu'il faut faire du rab pour faire plaisir à son manager, rester à partir de 18h le soir
pour écouter son manager ou faire les commentaires du dernier match de foot, ça n'intéresse peut-être pas tous les hommes. Bon. Et donc, sur effectivement ces questions de conciliation, sur les questions de pénibilité aussi, hein, on sort du champ de la parentalité, mais on voit bien aussi que la question de la pénibilité au travail est vécue aussi bien par les femmes que les hommes, et les femmes, d'ailleurs, dans certains cas, sont davantage intéressées à porter ces questions-là, mais ce qu'on avait voulu démontrer, c'est qu'ils pouvaient être gagnants. L'approche de cette intéressante question est multiple. Et multiple puisque les conflits liés à la parentalité en France, qu'il s'agisse de parents biologiques, de coparents, de familles rajoutées, dérajoutées, devraient toujours, selon le Code civil, être dictés uniquement par l'intérêt de l'enfant. C'est-à-dire que toute la notion du droit de tel ou tel parent, quelle que soit sa caractéristique, à avoir, à récupérer l'enfant, devrait être totalement étrangère à la décision du juge. Je dis bien devrait, car on se doute bien que la perfection n'existe pas, du moins pas en ce bas monde, et que la notion d'intérêt de l'enfant peut souvent être transformée à travers l'intérêt de tel ou tel des parents. Pour revenir sur le thème du débat qui nous intéresse aujourd'hui, le débat ancien se cristallisait le plus souvent entre le père biologique, la mère biologique, entre eux. Ça, c'est relativement classique, c'est pas nouveau. Alors, au sujet de l'enfant, j'ai bien évidemment la garde, l'hébergement, l'éducation religieuse ou non. Et le troisième, qui était éventuellement dans la classique, le nouvel ami I de la mère et ou la nouvelle amie IE du père. C'était déjà relativement difficile à régler, mais la justice était habituée, bon an, mal an, à régler ces cas-là. Arrivent maintenant les nouvelles formes de parentalité, révélées ou préexistantes. Je vise notamment les cas qui maintenant arrivent devant les tribunaux, où il n'y a pas un litige entre le père biologique et l'ami I de la mère biologique, mais par exemple entre le père biologique et l'ami IE de la mère biologique, dans la mesure où, en cours de route, si j'ose ainsi m'exprimer, la mère s'est révélée homosexuelle et l'a révélée au tiers en entretenant une liaison officielle avec une amie IE. La réciproque est évidemment vraie dans l'autre cas. Et ceci, en pratique, pose des problèmes psychologiques sur lesquels je ne suis pas qualifié, mais des problèmes juridiques considérables, puisque ça peut donner bien évidemment des arguments. Et les cas sont nombreux où l'un des parents, réglant évidemment des questions internes à son couple, à son ex-couple, et au prétexte de l'intérêt de l'enfant, va vouloir attaquer l'homosexualité réelle ou supposée de son ex-conjoint. Et dans ce cas-là, nous praticiens du droit, réduits à espérer, j'y venais tout à l'heure, qu'on tombe sur un magistrat pas trop obtus, un peu compréhensif, un peu instruit, et qui puisse justement régler la canonie. Simplement, il y a des magistrats ignorants dans toute activité. Et il m'est arrivé, par exemple s'agissant d'une femme qui avait un conflit avec son concubin, même pas mari, mais le concubin, c'est exactement pareil, s'agissant de la garde de l'enfant. Et le litige aurait dû se traiter sur Châteauroux, préfecture de l'Indre. Je connais très bien, à mon grand détriment, la mentalité des magistrats aux affaires familiales de cette charmante préfecture. Et comme nous n'étions pas en situation d'urgence, il n'y a pas de violence conjugale, il n'y a pas de situation d'urgence, et que l'ami IE de ma cliente habitait bien pour elle Tours, la région de Tours, je lui dis, mais déménagez donc tout de suite, ce qui vous permettra de faire statuer votre affaire par un magistrat de Tours, Indre-et-Loire, et non pas de Châteauroux-Indre, avec le résultat qu'on est tombé sur un magistrat qui a rejeté totalement les attaques méchantes du père qui disait qu'il était inadmissible dans l'intérêt de l'enfant que la garde soit confiée à cette vicieuse, et surtout avec l'ami IE de la vicieuse. Et on voit, pour sortir de ce cas particulier, hélas navrant, mais extrêmement courant, on voit bien des jugements des juges aux affaires familiales qui disent « Nous autorisons la garde d'hébergement du jeune X chez son père, à
condition que l'ami du père ne soit pas présent. Sous-entendu, le week-end de garde du père biologique, le nouveau compagnon du père doit éjecter. Il ne faut pas que l'enfant puisse voir son père, il faut que l'enfant puisse avoir une idée que le père entretient une relation avec un nouveau compagnon. On le voit dans des jugements. On peut toujours dire, c'est dire que ces nouvelles notions de parentalité ouvrent quand même judiciairement des perspectives imprévisible, il faut bien dire. On n'a pas beaucoup de cas, évidemment, sur des couples totalement homosexuels, des couples homosexuels depuis le départ, ils sont dans un processus d'adoption, mais s'agissant d'enfants issus de relations homosexuelles antérieures, les cas sont extrêmement nombreux et souvent très difficiles à résoudre, car la notion d'intérêt de l'enfant sera appréciée par tel ou tel magistrat extrêmement différemment selon chaque cas particulier, selon la cohabitation. Voilà, donc on peut dire qu'il n'y a pas de règle générale, mais là aussi, on dénote quand même une homophobie par ignorance de beaucoup de praticiens du droit, qui est utilisée évidemment par les avocats du parent. On va le qualifier aussi de homophobe par ignorance ou jaloux de son bonheur passé. Je voulais quand même dire trois choses. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'injonction des femmes à la maternité. Alors, c'est vrai que d'une part, les mères lesbiennes, finalement, c'est la suite du processus de disjonction entre sexualité, procréation, conjugalité. L'homoparentalité est vraiment le fruit de cette disjonction. Donc, d'une certaine manière, que les lesbiennes puissent et se permettre d'avoir des enfants, c'est à la fois, ça peut être perçu comme subversif, mais à la fois ce que révèle aussi mon enquête, c'est que l'injonction des femmes à la maternité pèse aussi sur les lesbiennes dans la mesure où, en atteignant la maternité, elles coïncident un peu plus au genre qui doit leur correspondre. Et ce que Michel Boson a appelé la tyrannie de la bonne mère, donc qui pèse sur toute femme hétérosexuelle mère, pèse, c'est une de mes hypothèses, elle pèse 2 fois plus sur les mères lesbiennes parce qu'elles sont soumises comme les autres à faire preuve de leur bonne maternité. Mais comme elles sont davantage suspectes de fait de leur homosexualité, elles doivent en faire 2 fois plus la preuve. Et je parle de ça pour faire le lien avec ce que le droit permet ou refuse à ces femmes, parce qu'à mon sens, la manière dont le droit, la possibilité, la fonction principale du droit d'instituer ou de ne pas instituer des individus est primordiale concernant les mères lesbiennes. Alors je parle des mères lesbiennes en particulier parce que j'ai travaillé sur elles, mais ça serait pareil pour des pères gays. C'est-à-dire qu'en France, comme l'homoparentalité n'est pas reconnue légalement, comme vous l'avez rappelé, il y a une mère qui est la mère légale, soit qu'elle est mère biologique, soit qu'elle est mère adoptive, et sa compagne, qui est toujours d'ailleurs dénommée comme la seconde mère, l'autre, enfin, qui aurait toujours le second rôle, que moi j'ai appelé la mère non statutaire, non pas que ce soit un terme plus valorisant, mais en tout cas l'idée c'était de bien définir qu'elle ne peut pas... je souhaitais en particulier avec ce nom, ne pas faire apparaître la question du biologique, en disant que la question de la maternité, c'était une pratique culturelle, c'était une pratique. Et ce que le droit ne reconnaissant pas, légalement la compagne de la mère légale, fait de cette seconde mère une personne qui a le second rôle, et ça a des implications évidemment dans la vie de tous les jours, à l'école, chez le médecin, de justification éternelle, comme l'est par exemple le coming out, c'est-à-dire qu'il faut éternellement rappeler qu'on est une famille anormale ou atypique, disons, et éternellement, pour la mère non statutaire, rappeler qu'on n'est pas tout à fait légal, ce qui a
qui joue sur le sentiment de subjectivité de la seconde mère, qui se sent un peu moins légitime, un peu moins compétente aussi, et ce qui a donc une répercussion dans les rapports de pouvoir au sein du couple. Ça, c'est sur la question de la tyrannie de la bonne mère. Et puis aussi, ce que je voulais dire par rapport à ces conflits, c'est que, donc ça c'est dans le cadre intime, parce que la famille, ça ne se joue pas que dans le cadre privé évidemment, ça se joue aussi sur la scène professionnelle, publique. C'est que l'homoparentalité révèle aussi que les rapports sociaux de sexe ne se diluent pas dans l'homoparentalité, bien évidemment. Et par exemple, donc, je n'ai pas rappelé, parce que donc vous savez sans doute que l'homoparentalité recouvre en fait des cas de configuration familiale avec des parents ex hétéro, mais aussi des couples qui décident d'avoir ensemble des enfants de manière différente, donc soit par adoption, soit par insémination artificielle avec donneur connu inconnu à l'étranger, puisque c'est interdit en France, ou bien de manière artisanale. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi la coparentalité, c'est-à-dire un couple de gays, ou un homme gay, enfin, ou pas gay, peu importe, et un couple de femmes, pas couple, mais moi j'ai travaillé sur la conjugalité, qui s'associent pour donc faire un enfant et l'élever en commun. Et évidemment, eh bien, dans les cas de coparentalité, en tout cas qui m'ont été donnés à voir, on voit émerger, l'homosexualité ou pas, on voit émerger exactement le même type de rapports sociaux que les enquêtes sur l'hétéroparentalité nous révèlent. Et ça, une des choses que je voulais dire aussi, c'est que le problème principal, c'est qu'on n'a aucune donnée sur... il n'y a pas de recherche, c'est-à-dire on n'a pas encore de chiffres sur les couples gays et lesbiens, donc certains sont en train de faire en sorte que ces enquêtes d'ordre statistique puissent avoir lieu et qu'on puisse faire des comparaisons. Dans le cadre de mon enquête, qui était une enquête qualitative, je ne peux pas en faire la preuve, mais il m'a semblé que les mères lesbiennes, donc encore une fois, un précaution oratoire, ça n'est que dans le cadre d'un corpus qualitatif, donc qui n'est pas représentatif de la société, mais par rapport aux chiffres qu'on a sur les familles hétéroparentales, les couples que j'ai rencontrés semblaient plus égalitaires. Sauf que cette plus grande égalité l'était d'autant que les deux femmes avaient à peu près la même CSP. Et que cette l'inégalité, notamment en termes de travail domestique, partage des tâches parentales, était d'autant plus grande que ces deux personnes occupaient des places différentes dans la hiérarchie des CSP. Et contrairement à l'idée donc véhiculée sur le rôle, celle qui jouerait la mère, celle qui jouerait le père, donc une vision bien hétérocentrée sur les rôles de sexe, le rôle paternel et le rôle maternel, c'est pas forcément la mère biologique qui va être la plus maternante, enfin, en tout cas pas dans mon enquête. La mère biologique pouvait être celle qui occupait la fonction hiérarchique la plus élevée, le salaire le plus élevé. Ces nouvelles formes de parentalité s'accompagnent-elles d'effets égalitaires, d'effets porteurs de nouvelles relations de genre, donc à l'intérieur de ces nouvelles formes, et qui peuvent être comme un laboratoire expérimental qui pourrait apporter des réflexions, des pratiques égalitaires qui doivent être restituées pour l'ensemble de la société, ou est-ce qu'au contraire, se repose peut-être de façon finalement assez similaire le poids de la domination masculine, le poids du genre à l'intérieur même de familles en mutation. Peut-être simplement témoigner que dans le travail que nous avons mené et avec ce guide et je dirais la promotion de la parentalité, ça vise quand même une population majoritaire, on va dire population qui est constituée donc de familles hétérosexuelles avec des enfants, mais qu'on n'appréhende absolument pas ces situations qui peuvent apparaître marginales, comme les familles monoparentales, ou par exemple où je dirais, enfin voilà, ce que vous décrivez dans ces situations qui sont
qui s'expriment devant le juge. Donc on est sur des pratiques complexes. C'est vrai que demander à l'entreprise d'appréhender toute cette complexité, d'autant qu'elle est évolutive. Bon, on en est encore très loin, et c'est vrai que dans les témoignages qui nous reviennent des entreprises, cette question de l'homoparentalité n'est absolument pas traitée, parce qu'on ne sait pas aussi comment la traiter. Pour autant, on voit bien qu'une des questions qui peut être posée sous l'angle du droit, c'est le bénéfice d'avantages familiaux, comme par exemple des prestations liées à la naissance. Il y a des congés, et c'est toute la difficulté, c'est que par exemple, il y a des entreprises qui maintenant intègrent le PACS dans le fait que pour certains avantages, ils bénéficieront aussi bien au couple marié qu'au couple pacsé. Mais ça signifie aussi, de la part de ces personnes-là, reconnaître, afficher leur situation. Vous parliez de commitment, c'est une des difficultés qui est posée. Je prends par exemple la question de la mobilité. Aujourd'hui, les entreprises ont la volonté, pour les personnes qui seraient expatriées, de pouvoir accompagner le conjoint, puisqu'il y a des refus d'expatriation, parce que le conjoint a un emploi et qu'il n'a pas envie de le perdre. Donc on imagine la situation, effectivement, un homme dirait, ou une femme, je suis prêt à partir à l'étranger, mais vous devez trouver un emploi pour mon conjoint, et donc on a des pratiques. Pour autant, si on est sur une famille, effectivement, sur un couple d'homosexuels, c'est-à-dire afficher de la part de cette personne le fait qu'elle est homosexuelle. Et donc là, on a une tension entre le fait d'afficher sa situation pour bénéficier d'un avantage venant de l'entreprise, mais avec le risque de se heurter à des pratiques d'homophobie, et ça reste encore un véritable problème. Donc ces tensions entre le fait d'afficher ou d'en faire plus, et si on était critique par rapport à notre travail et par rapport à tout ce qui est fait, la charte parentalité, etc., c'est que les modèles qui sont reproduits, qui sont affichés, ce sont des familles, entre guillemets, traditionnelles, avec effectivement plusieurs enfants, et surtout pas et que des familles hétérosexuelles. Donc je dirais que les entreprises ont encore du mal à franchir le pas et à intégrer, je dirais, ces situations que vous décrivez, que vous vivez dans la société civile. Bon, après, on peut se dire aussi qu'on ne peut pas, au sein de l'entreprise, tout attendre de l'entreprise, et que sur des situations émergentes, voilà, il faut peut-être faire preuve d'imagination, mais ça doit mobiliser l'ensemble des acteurs et pas uniquement le monde entier. Peut-être simplement témoigner que dans le travail que nous avons mené et avec ce guide, et je dirais la promotion de la parentalité, ça vise quand même une population majoritaire, on va dire, population qui est constituée donc de familles hétérosexuelles avec des enfants, mais qu'on n'appréhende absolument pas ces situations qui peuvent apparaître marginales, comme les familles monoparentales, ou par exemple ou je dirais, enfin voilà, ce que vous décrivez dans ces situations qui s'expriment devant le juge. Donc on est sur des pratiques complexes. C'est vrai que demander à l'entreprise d'appréhender toute cette complexité, d'autant qu'elle est évolutive. Bon, on en est encore très loin, et c'est vrai que dans les témoignages qui nous reviennent des entreprises, cette question de l'homoparentalité n'est absolument pas traitée, parce qu'on ne sait pas aussi comment la traiter. Pour autant, on voit bien qu'une des questions qui peut être posée sous l'angle du droit, c'est le bénéfice d'avantages familiaux, comme par exemple des prestations liées à la naissance. Il y a des congés, et c'est toute la difficulté, c'est que par exemple, il y a des entreprises qui maintenant intègrent le PACS dans le fait que pour certains avantages, ils bénéficieront aussi bien au couple marié qu'au couple pacsé. Mais ça signifie aussi, de la part de ces personnes-là, reconnaître, afficher leur situation. Vous parliez de commitment, c'est une des difficultés qui est posée. Je prends par exemple la question de la mobilité. Aujourd'hui, les entreprises ont la volonté, pour les personnes qui seraient expatriées, de pouvoir accompagner le conjoint, puisqu'il y a des refus d'expatriation, parce que le conjoint a un emploi et qu'il n'a pas envie de le perdre. Donc on imagine la situation, effectivement, un homme dirait, ou une femme, je suis prêt à partir à l'étranger, mais vous devez trouver un emploi pour mon conjoint, et donc on a des pratiques. Pour autant, si on est sur une famille, effectivement, sur un couple d'homosexuels, c'est-à-dire afficher de la part de cette personne le fait qu'elle est homosexuelle. Et donc là, on a une tension entre le fait d'afficher sa situation pour bénéficier d'un avantage venant de l'entreprise, mais avec le risque
de se heurter à des points de vue d'homophobie, et ça reste encore, un véritable problème. Donc ces tensions entre le fait d'afficher ou d'en faire plus, et si on était critique par rapport à notre travail et par rapport à tout ce qui est fait, la charte parentalité, etc., c'est que les modèles qui sont reproduits, qui sont affichés, ce sont des familles, entre guillemets, traditionnelles, hein, avec effectivement plusieurs enfants et surtout pas et que des familles hétérosexuelles. Donc je dirais que les entreprises ont encore du mal à franchir le pas et à intégrer, je dirais, ces situations que vous décrivez, que vous vivez dans la société civile. Et après, on peut se dire aussi qu'on ne peut pas, au sein de l'entreprise, tout attendre de l'entreprise et que sur les situations émergentes, voilà, il faut peut-être faire preuve d'imagination, mais ça doit mobiliser l'ensemble des acteurs et pas uniquement le monde entier. C'est-à-dire qu'à la fois, vous l'avez dit, quand vous parlez de congé de parentalité, en fait, il s'agit toujours du congé de paternité, du congé de maternité, donc rien que dans le terme, il n'y a pas... Alors, les associations militantes de parents gays et lesbiens militent justement pour que le terme disparaisse, le terme de paternité ou de maternité disparaisse au profit du terme de congé de parentalité, puisqu'il y a déjà eu des couples qui ont demandé la reconnaissance de ce congé suite à l'accouchement de la mère biologique et légale, congé évidemment refusé par les CAF et CPAM sous prétexte que c'est un congé de paternité et que l'autre est bien de sexe féminin. Donc après, on rentre dans ces histoires de bataille, etc. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que peut-être rappeler que ce que vous appelez les situations émergentes, nouvelles, etc., justement, on a tendance à dire, bah oui, mais c'est la minorité, etc., mais qu'elles éclairent à chaque fois, justement, ce qui se passe dans la norme. Et ce que je disais tout à l'heure à propos de la plus grande égalité dont on ne peut pas encore prouver statistiquement dans les couples de femmes, mais elle n'est pas parce que les femmes seraient plus formidables que les hommes, bien évidemment. C'est que, et j'ai pas fait la même enquête chez les hommes, et peut-être que ce partage est tout autant égalitaire, mais c'est qu'à mon sens, il y a aussi un registre de justification en moins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à l'autre, c'est toi le mec, c'est toi, tu sais mieux faire que moi, alors que, voilà, quand on est deux femmes, a priori, il y a ce registre de justification en moins, et néanmoins, la justification du fait d'être quand même la mère biologique, donc la biologisation des compétences est apparue clairement aussi dans mon enquête. Donc elle est aussi à mettre sur la table pour réfléchir sur ce que c'est que des compétences maternelles. Est-ce qu'elles sont liées pour le coup elles ne sont pas liées au fait d'être femme, puisque face à deux femmes, est-ce que c'est l'accouchement qui fait les compétences? Et je repense donc à cette... je vous donne juste une anecdote d'une coparentalité où tout se passe très très bien. Les mères sont très contentes de la manière dont le père des enfants, donc ce sont deux femmes qui ont chacune un enfant biologique avec un homme qui vit en couple et qui s'occupe, ils partagent la garde de manière plus ou moins égalitaire. Alors, je dois dire que ça, c'est quand même assez rare, que c'est quand même les femmes dans les familles homoparentales qui ont plus souvent la garde et les hommes, un peu sur le modèle des familles hétéroparentales recomposées, où les femmes s'en occupent la plupart du temps, assument la quasi-totalité du travail du garde, d'éducation, etc. Et les hommes les ont dans un week-end sur deux, etc. Et là, en l'occurrence, donc, c'est ce couple d'hommes qui s'occupe assez de cet enfant. L'un va passer un concours dans le cadre de l'administration hospitalière, le réussit, et donc, de fait de sa promotion, passe de 80% à 100%. Donc un homme qui avait un temps réduit de travail pour s'occuper de ses enfants, et donc annonce à ses commères qu'il ne pourra plus garder l'enfant le mercredi. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pour le coup, les arrangements conjugaux n'étant pas liés à des rapports amoureux, à des rapports
où justement le conflit est moins d'ici peut-être vis-à-vis de l'extérieur dans le cadre de l'hétéroparentalité, parce que la famille se protège, etc. Là, c'est beaucoup plus dissible, c'est-à-dire que les mères ont réagi de telle manière à dire écoute, tu te débrouilles, mais c'est ton enfant, tu t'es engagé à le garder mercredi, voilà. Est-ce que tu nous demandes si ça nous pose un problème? Est-ce que toi, ça te pose un problème aussi? Donc peut-être aussi que même si donc, ces situations familiales, pour faire résumer, à la fois révèlent les inégalités sociales que l'on voit dans toute la société, en dehors de toute question de l'orientation sexuelle, l'homoparentalité permet aussi de pointer des arrangements, des justifications naturalisantes qui peut-être, après, nous permettraient de travailler plus vite, de mieux déconstruire ce type d'argument.